Bienvenue sur Astro-Roche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes, chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Édition spéciale de notre podcast Astro-Roche, et cette fois-ci, il s'agira d'un podcast vidéo. Pour cette édition, nous avons souhaité parler de l'année 2025 et de ce qui nous attend en 2025. Toutes les bonnes nouvelles, toutes les missions concernant les astéroïdes et plus largement les petits corps du système solaire également. Alors Patrick, dites-nous, qu'est-ce qui nous attend ? Oui, alors 2025 va être une très très belle année, puisqu'on continue à vivre cet âge d'or des astéroïdes. Et donc, on a en 2025 d'abord la sonde Hera de l'Agence spatiale européenne qui a donc été lancée le 7 octobre 2024, qui va faire un survol de Mars le 12 mars 2025. Voilà, Mars Attack, c'est véritablement ça. Puisqu'en fait, c'est un survol qui va permettre de calibrer les instruments en vol. En fait, on a 3 types de caméras qu'on cherche à calibrer en observant pleinement Mars. Il ne s'agit pas uniquement de belles images. Non, c'est de la calibration et de la science, on va y venir, puisqu'en fait, on a 2 caméras visuelles, une caméra hyperspectrale donc, qui observe dans plusieurs longueurs d'onde, qui permettent d'avoir accès à des données de composition, et une caméra dans l'infrarouge thermique, donc fournie par le Japon. Et ce sont donc ces 3 instruments qui vont pointer Mars le 12 mars pour faire une calibration. Mais, et ça c'est génial, on s'est arrangé avec les équipes des opérations de l'ESA, au centre de Darmstadt qui s'appelle l'ESOC, pour que dans le champ des caméras, à un moment donné, lors de ce passage, on ait la petite lune Deimos de Mars qui soit dans le champ de vue. La cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. Et ça va permettre de faire de ce survol de masse qui a en fait 2 objectifs. Donc, c'est la calibration, comme je l'ai dit, mais aussi bénéficier de l'attraction de Mars pour contribuer à la trajectoire d'Hera qui l'amènera vers Didymos. On gagne en énergie en passant près des planètes. Eh bien, on s'est arrangé pour pouvoir en faire de la science aussi, même si ce n'est pas l'objectif principal, puisqu'on va voir Deimos, on va voir une phase qu'on n'a jamais vue dans ces longueurs d'onde. Donc ça, c'est très intéressant. Et on s'est même arrangé pour que d'autres missions spatiales, en particulier Mars Express de l'Agence spatiale européenne, observent aussi Deimos à ce moment-là, pour qu'on puisse comparer les images produites par 2 missions différentes et 2 instruments différents. Donc c'est vraiment une énorme synergie. Et d'ailleurs, on va, en parlant de synergie, on va offrir la possibilité de voir nos données, de partager nos données avec 2 autres équipes. L'équipe de la mission MMX de la JAXA, qui a pour but de faire un retour d'échantillon de l'autre lune de Mars, Phobos, mais dont vous êtes le responsable du rover. Voilà, co-responsable scientifique avec un collègue allemand, Stéphane Hulamec. Et en fait, dans cette mission, ils sont prévus aussi des survols de Deimos. Oui. Et donc, déjà savoir ce que Hera a pu offrir en termes de données va permettre de mieux concevoir les survols de Deimos de MMX pour qu'ils soient complémentaires. MMX sera plus efficace. Je ne sais pas si elle sera plus efficace. Elle va en tous les cas effectivement faire plus de survols. Nous, c'est simplement un passage où on va avoir Deimos dans le champ de vue. Mais ces survols, évidemment, ont des contraintes de trajectoire. Et si déjà on sait qu'on a gagné un peu de connaissances sur une partie de Deimos, peut-être que les survols vont être adaptés en conséquence. La deuxième chose, c'est la mission HOP des Émirats Arabes Unis, qui est une mission qui est autour de Mars et qui a aussi vu Deimos et qui a d'ailleurs apporté des nouveautés sur Deimos. Et donc, on va pouvoir compléter ce qu'ils ont fait avec nos observations. Donc ça, c'est mars 2025. C'est pas un astéroïde. Deimos, on ne sait pas si c'est un astéroïde ou le reste d'un débris d'un impact géant produit par Mars. Et c'est justement la mission MMX qui doit répondre à cette question de l'origine de ces lunes. Mais c'est un petit corps, comme on le disait. Effectivement. Donc voilà, Hera va contribuer à cette science des lunes de Mars avant de rejoindre Didymos. Mais ça sera pour 2026, octobre, et les opérations commençant en décembre 2026. Un autre Noël. Voilà, un autre Noël. Deuxième chose qui va se produire en 2025, c'est la mission Lucie de la NASA qui donc a été lancée en 2021 pour aller survoler des astéroïdes troyens de Jupiter. Donc, c'est des astéroïdes qui partagent la même orbite que Jupiter, mais elles sont ces astéroïdes sont dans 2 nuages
qui sont à 60 degrés de part et d'autre de la planète sur la même orbite. D'ailleurs, ça forme un peu le signe de la paix, le peace sign, quand on regarde oui, la c'est répartition. Vrai. C'est vrai. Bon, après, c'est sur les héros de la guerre de Troie, donc je ne sais pas si c'est... Guerre épée. Oui, guerre épée, voilà, c'est ça. Et donc, ce sont des objets dont, pour le coup, on est sûr qu'on n'a pas de météorites sur Terre, puisqu'ils restent autour de Jupiter. Et donc, avoir des données sur leur composition va nous renseigner sur les premières phases du système solaire, peut-être confirmer le modèle de Nice, qui dit que ces objets viennent en fait de régions au-delà de Jupiter, et lors des balais planétaires, des perturbations des danses planétaires qui ont eu lieu dans les premières phases. La grande virée de bord. Les grandes virées de bord, donc le fait que Jupiter, Saturne, tout ça n'ont pas été toujours à la même place. Et donc, pendant ces transferts, on peut aussi transférer de la matière dans le système solaire interne, dont une partie s'est capturée autour de Jupiter. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Ben justement, Lucie va nous permettre de comparer la composition de ces objets avec ceux d'objets plus loin. Mais pourquoi je parle de Lucie consacrée aux astéroïdes troyens qu'elle ne survolera que dans quelques années? Eh bien, c'est qu'en 2025, elle va survoler un objet de la ceinture principale des astéroïdes qui s'appelle Donald Johanson, l'un des découvreurs de Lucie, avec notre Yves Coppens. Eh oui, d'accord. Voilà. Alors, Yves Coppens a aussi un astéroïde, mais il n'était pas accessible pour les trajectoires. Donc, je trouve que c'est magnifique quand même de profiter d'une mission qui s'appelle Lucie pour aller voir à quoi ressemble son découvreur en termes d'astéroïdes, son co-découvreur, sachant que Lucie a déjà fait le survol d'un astéroïde en novembre 2023 qui s'appelait Dinkinesh, oui. Et qui était un survol fait justement pour calibrer les instruments, faire des tests de navigation. Et en fait, on a découvert un corps complètement fou. Eh oui, je me rappelle. Voilà, puisque Dinkinesh est un astéroïde binaire, c'est-à-dire un mini-système Terre-Lune avec un gros corps autour duquel tourne une lune. Mais en fait, ce qu'on a découvert, non seulement c'est qu'il avait une lune, mais qu'en plus, cette lune elle-même est double. Elle est faite de 2 rochers collés l'un à l'autre. C'est une première mondiale, on l'a jamais vu. Hein. Non. Donc, quelque chose qui était fait pour une opération de test de navigation, d'outils de navigation et d'instruments, nous a fait faire énormément de science. Donc, pour Donald Johanson, il se peut aussi que ce survol nous apporte un certain nombre de surprises. En fait, c'est très intéressant parce que l'un après l'autre, Hera, survol de Mars et de Deimos le 12 mars, puis en avril, Lucie, survol de Donald Johanson, les deux ayant plus pour but de faire de la calibration, de profiter d'un passage, soit pour s'accélérer, soit pour regarder un peu comment tout fonctionne. Eh ben, les deux vont permettre de faire de la science. Donc, on voit que tout est bon à prendre parce que ces petits corps défient tellement notre intuition. On en sait si peu de choses en termes des propriétés détaillées depuis la Terre qu'à chaque fois, on a des tas de découvertes. Chaque nouvelle image est vraiment magnifique. Voilà, est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, en avril, on aura aussi un atelier de travail sur la mission Hera, donc pour la communauté. On va rendre compte des observations de Mars et de Deimos et qu'on va joindre à 2 autres ateliers de travail qui font partie des actualités de 2025. Oui. C'est le premier atelier de la mission Ramsès, qui est donc cette mission de l'Agence spatiale européenne qui va faire un rendez-vous avec Apophis en 2029. Et là, on est au cœur de la défense planétaire. Au cœur de la défense planétaire, et on a plusieurs épisodes sur Apophis. Donc, je convie nos auditeurs à aller voir ces épisodes pour en savoir plus sur Apophis et d'ailleurs sur cette mission Ramsès, dont le premier atelier se déroulera donc lors de cette semaine consacrée à Hera et Apophis à l'Université de Tokyo du 7 au 11 avril. Et on aura aussi pendant cette semaine-là, donc Hera Ramsès, et aussi un atelier plus global sur Apophis pour préparer aussi les observations depuis la Terre et les autres concepts de mission qui sont toujours d'actualité, dont on a parlé dans des podcasts et dont on reparlera parce que ça bouge beaucoup autour d'Apophis. Tout le monde s'excite, tout le monde réalise, alors qu'on le sait depuis 20 ans, qu'on a une opportunité unique avec Apophis de faire une science extraordinaire. Bref, donc ça, voilà, on a déjà 3 choses mars-avril qui vont être très intéressantes. Et puis, l'autre actualité, c'est la mission Tianwen-2 chinoise, qui doit aussi être lancée en 2025. En tous les cas, les Chinois continuent à indiquer que ce lancement aura lieu en 2025. Alors, j'interroge mes collaborateurs chinois, ils ne sont pas capables de me dire exactement quand elle sera lancée. C'est une mission qui a pour but d'aller prendre un échantillon d'un petit astéroïde qui fait à peine 30 mètres, qui tourne en 28 minutes sur lui-même, et dont on a montré dans une publication auquel j'ai contribué dans Nature Astronomy, qu'il serait en fait un fragment dû à un impact sur la Lune, un éjectat de la Lune. Et on a même peut-être identifié le cratère d'où il proviendrait, c'est Giordano Bruno. Oui. Puisqu'il fallait que ce soit un cratère pas trop vieux, du fait que ces objets... Alors, il faut rappeler que cet objet-là, qui s'appelle Kamoa-Laoea,
c'est un nom hawaïen, eh bien, est un quasi-satellite de la Terre. Donc, en fait, il tourne autour du Soleil, mais en même temps, il tourne autour de la Terre. Et ce type de trajectoire, on peut y être capturé quand on est éjecté de la Lune, temporairement. D'accord. Donc, ce ne sont pas des orbites stables sur l'âge du système solaire. Donc, des orbites qui sont relativement jeunes normalement. Et donc, ça veut dire que si ça vient de la Lune, il faut que le cratère soit plutôt récent. Et on a identifié Giordano Bruno comme un cratère potentiel. On a même fait des simulations de formation de ce cratère qui ont montré qu'une partie des éjectats peuvent effectivement être capturés sur ces orbites. Et donc, cette mission va permettre de vérifier cette hypothèse. Est-ce qu'on va ramener un échantillon de la Lune? Alors, vous me direz, on en a plein d'échantillons de la Lune avec les missions Apollo. Et même les Chinois ont ramené des échantillons de la Lune. Donc, pourquoi? Ben non, parce que là, ça sera les échantillons d'un fragment qui a subi ce processus de cratérisation. Et donc, on va pouvoir vérifier nos modélisations d'impact qui nous disent dans quel état devrait être un tel fragment. Est-ce qu'il a été fondu, brisé, voilà. Et ça, c'est très important pour nos simulations d'un point de vue cosmochimique aussi. Peut-être, ça peut être transformer certains minéraux. Donc, c'est intéressant, même si c'est peut-être pas des échantillons d'astéroïdes et que c'est un fragment de la Lune. Donc, cette mission-là devrait partir en 2025 pour aller prendre cet échantillon, le ramener sur Terre et repartir. Comme Osiris-Rex et Hayabusa 2 d'ailleurs, elles ont déployé leurs capsules dans l'atmosphère et sont reparties. Eh bien, Tuanwen-2 doit repartir ensuite dans la ceinture principale pour aller voir un astéroïde actif. Voilà, et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que dans la ceinture des astéroïdes, on a des astéroïdes qui émettent de la poussière, qui dégazent, mais on ne comprend pas très bien les raisons. Il y a plusieurs solutions. Ça ressemble à des comètes, c'est pour ça qu'on les appelle soit astéroïdes actifs, soit comètes de la ceinture principale. Et donc, c'est la première mission qui est dédiée à aller voir, in fine, un astéroïde actif. Est-ce qu'on connaît le nom déjà? Oui, c'est L133P, je crois. Alors, il faut revérifier, mais je crois que c'est 133P. Un nom qui évoluera sans doute? Non, je crois qu'il est à peu près établi. Je crois même qu'il y a un nom, mais je ne l'ai pas en tête. Ça se retrouve. Mais donc voilà, le lancement a lieu en 2025 et donc ça, c'est très bien. Et puis ensuite, les dernières actualités, ce sont plusieurs conférences intéressantes pour les astéroïdes, puisque nous accueillons à Nice en 2025, en septembre, l'atelier de travail sur les astéroïdes binaires, puisqu'on a des binaires dans tout le système solaire. On en a dans la population des géocroiseurs. Est-ce que la proportion des binaires est en train d'évoluer? C'est très difficile à dire. On estime qu'on a 15% des astéroïdes qui sont binaires. Peut-être qu'il y en a plus parce que pour le coup, Dinky-Nesh, qui n'était pas censé être un binaire, en est un. Donc peut-être qu'on en rate une partie. Et puis on a aussi les binaires dans la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, qui sont très différents pour le coup. Alors là, c'est des populations, c'est toujours des objets doubles liés les uns aux autres, mais qui ont des caractéristiques si différentes que le mécanisme à leur origine ne peut pas être le même. Et donc, cet atelier a pour but de faire l'état des lieux des connaissances sur ces différentes populations de binaires, leur formation, leurs caractéristiques, etc. Donc ça sera à Nice en septembre. Et puis, nous organisons aussi à Nice une conférence plutôt grand public le 22 mars au Centre universitaire méditerranéen pour rendre compte des observations de Mars et de Deimos sur ERA, puisqu'on a la responsabilité scientifique d'ERA à Nice. La mairie nous soutient à fond avec la visibilité aussi qu'on offre à Nice pour cette thématique, à l'observatoire. La science à Nice, c'est important. Donc c'est très important à Nice, la science. Et donc, on nous offre la possibilité d'utiliser le magnifique centre universitaire méditerranéen sur la promenade des Anglais pour offrir la première conférence publique rendant compte des images. Voilà en gros les actualités principales. J'en rate certainement, mais bon, c'est presque Noël. Et je dirais que déjà, les actualités que j'ai mentionnées sont quand même assez excitantes et nous promettent de belles choses en 2025. Et ce sont en effet de beaux cadeaux. Alors, je vous remercie, Patrick Michel. Passez de joyeuses fêtes fin d'année. À vous aussi. Merci et on se retrouve bientôt. Et je vous invite à interrompre cette vidéo en direct